Merci beaucoup, Antonino, pour cette présentation très généreuse et surtout un très grand merci à toi et à Nour pour l'invitation de passer cette semaine avec vous à Bruxelles. Et c'est un grand plaisir de faire la connaissance de vous toutes et tous. Et j'ai vraiment hâte de faire connaissance et d'apprendre à quoi vous vous intéressez. Euh, je vais présenter le livre, plutôt les enjeux de ce livre, parce qu'il ne sera pas évidemment possible de rentrer dans les détails de l'argument. Vous trouvez dans l'introduction une synthèse plus technique de l'argument du livre. Donc aujourd'hui, ce soir, je présenterai plutôt les enjeux j'attends vos questions, vos commentaires par la suite. Alors la seconde moitié du XXe siècle avait été dominée par la thèse de la fin de la métaphysique. Or, à notre époque, nous pouvons observer une certaine renaissance de cette ancienne discipline. Jean-François Courtine avait jadis marqué la formule d'une fin de la métaphysique. Ce changement de paradigme entraîne la question de savoir si ce retour de la métaphysique à l'avant-scène de la philosophie contemporaine revient sur un abandon trop rapide au siècle dernier, ou bien s'il ne signifie pas plutôt une ignorance des critiques qui avaient été adressées à juste titre à la métaphysique. Cette question se pose pour au moins deux grands champs dans lesquels un tel changement de paradigme peut être observé. Le premier est la philosophie analytique, plus précisément deux lignes distinctes de cette tradition. Dans son célèbre article Le déplacement de la métaphysique par l'analyse logique du langage de 1932, Rudolf Carnap soutenait que les énoncés de la métaphysique sont totalement dépourvus de sens, gänzlich sinnlos, principe, Dieu, idée, l'absolu, l'inconditionné, à l'infini, l'être de l'étant, le non-étant, la chose en soi et maintes autres expressions seraient des termes métaphysiques, tout simplement, écrit Carnap, sans signification, ohne Bedeutung. Or, si l'on regarde le développement de la philosophie analytique par rapport à la question de la métaphysique, on peut constater qu'il y a d'un côté une métaphysique spéculative, surtout marquée par le réalisme modal et la thèse de la pluralité des mondes de David Lewis, et qu'il y a de l'autre côté le courant plus récent d'une métaphysique scientifique, souvent naturaliste, issue de la tradition plus proprement carnapienne, à savoir une philosophie des sciences dans le sillage du cercle de Vienne. Bref, le paradigme carnapien d'un dépassement de la métaphysique s'est converti plus récemment en programme d'une métaphysique scientifique. Un deuxième champ important et le mouvement de la phénoménologie. Martin Heidegger, en 1932 encore visé par Carnap, a lui-même développé une version de la thèse de la fin de la métaphysique dès qu'il avait commencé à identifier la métaphysique avec l'ontothéologie. L'ontothéologie ne tiendrait pas compte de notre finitude indépassable et elle serait une tradition à dépasser ou plutôt à verwinden, comme Heidegger le dit. Tandis que l'idée de la nécessité de trouver une pensée autre que métaphysique avait encore dominé les débats phénoménologiques pendant la seconde moitié du XXe siècle, cette évidence a changé depuis. Il suffit ici d'évoquer les noms de Renaud Barbaras, Laszlo Tenyi, Alexander Schnell ou Grégory Jean pour rappeler un changement de paradigme de ce type. Certes, il y a encore des sceptiques, mais le groupe de ceux qui s'intéressent à la question d'un possible renouvellement de la métaphysique dans le champ de la phénoménologie semble gagner en nombre. À côté de la philosophie analytique et de la phénoménologie, il y a pourtant encore au moins un troisième mouvement dans lequel la thèse de la fin de la métaphysique avait jadis joué un rôle important. La théorie critique, au sein de ce qu'on appelle encore parfois l'école de Francfort. Theodor Adorno, à son tour grand critique de Heidegger, avait dit dans un cours sur la métaphysique professé en 1965, je cite Adorno, « Avec Auschwitz et avec ce nom, je ne vise pas seulement Auschwitz, mais le monde de la torture qui continue d'exister après Auschwitz et de la continuation duquel nous recevons les plus horribles comptes rendus en provenance du Vietnam. Le concept de métaphysique s'est effectivement transformé au plus profond de lui-même, car
écrit encore Adorno, il est impossible d'insister après Auschwitz sur la présence d'un sens positif dans l'être. Affirmer d'une existence ou d'un être qui aurait un sens en soi et serait, subordonné au principe divin, si l'on veut s'exprimer ainsi, serait tout comme les principes de vérité, beauté et bonté que les philosophes ont inventés, une pure moquerie à l'endroit des victimes et de l'infinité de leurs tourments. Fin de citation. Aux yeux d'Adorno, qui s'inscrit ici dans la tradition de Voltaire, critique de Leibniz, la métaphysique est une discipline qui cherche un sens positif dans l'être effectif, au sens où elle suppose que l'être dans sa totalité est au fond raisonnable et bon. Or, selon Adorno, une telle supposition serait non seulement théoriquement erronée, mais encore porteuse de violence au niveau éthique. Si la philosophie analytique et la phénoménologie connaissent une renaissance marquée de la métaphysique, cela n'est guère le cas pour la tradition francfortoise et les courants qui s'en inspirent. Trop fort semble être la résistance motivée par des raisons éthiques et politiques vis-à-vis une discipline que l'on continue d'associer à une volonté de système qui opprime l'individu dans sa singularité. Pourtant, ces raisons sont-elles forcément un obstacle absolu à toute perspective métaphysique? Ne serait-ce pas possible de reformuler les problèmes de la métaphysique en sorte que l'on rende explicitement compte des critiques de type éthique et politique? C'est cette question qui m'intéresse et c'est elle qui a également motivé le livre. Alors pourquoi un livre sur Kant et non pas plutôt, disons, un livre sur Lévinas, par exemple? J'ai fait deux paris en le rédigeant. Le premier est une certaine compréhension de la phénoménologie. Or, je n'affirme pas que Kant est un phénoménologue, en tout cas pas directement. Mais je pense que la chose même de la phénoménologie n'est pas ce qui se montre directement à une description de l'expérience actuelle, mais qu'elle est plutôt ce qui se manifeste dans la tension entre les figures de pensée de la tradition, qui nous attire le plus, et l'expérience actuelle. Pour une telle compréhension du travail phénoménologique, il est alors nécessaire d'explorer en détail des figures de pensée de la tradition pour pouvoir les confronter à notre expérience contemporaine. Le second pari est que l'œuvre de Kant contient une figure de pensée particulièrement nuancée qui pourrait nous inspirer à la recherche d'une réponse à la question d'une perspective sur la métaphysique qui rend compte des critiques éthico-politiques. Dans cette présentation, je ne pourrai évidemment pas présenter les détails de l'argument développé dans le livre, ni même toutes les étapes les plus importantes. Comme je disais tout à l'heure, vous trouvez une synthèse de l'argument dans le 3e chapitre de l'introduction. Ce que je vais faire à la place, c'est une présentation de quelques enjeux qui m'ont occupé lors de la rédaction. Le fil conducteur sera la double question: quel était le sens du problème de la métaphysique chez Kant et quels en sont les enjeux éthico-politiques? Je vais commencer avec l'esquisse du débat autour de Kant en tant que métaphysicien qui a eu lieu au début du XXe siècle jusqu'à l'année 1924. Ensuite, je me tournerai vers un des derniers représentants de ce débat, qui est par ailleurs le plus connu, Martin Heidegger. Enfin, je confronterai son interprétation philosophique de Kant à une autre perspective que je tiens pour plus proprement kantienne. La question qui traverse l'ensemble du parcours est: quel est exactement le problème de la métaphysique selon Kant et quelles en sont les implications éthico-politiques? Le début du XXe siècle a vu naître un débat sur la question de savoir si Kant était ou non un métaphysicien. Ce débat a connu une première grande vague avec une discussion entre Friedrich Paulsen, Hans Weihinger et Erich Ardekes. En 1900, Paulsen publie un article intitulé « Le rapport de Kant à la métaphysique » dans lequel il défend la thèse selon laquelle Kant aurait voulu défendre une métaphysique idéaliste, ce d'une part contre une vision physicaliste du monde et d'autre part contre une attitude sceptique
et agnostique en ce qui concerne la question de Dieu. L'étude de Paulsen est riche de formulations ambivalentes, mais elle montre néanmoins sans équivoque dans quelle direction Paulsen voyait tendre la position de Kant. Le philosophe Kant aurait supposé l'existence d'un Dieu et aurait compris celui-ci comme le fondement ultime de la réalité. L'opposition à cette interprétation de Kant ne se fait pas attendre. La même année, Hans Weihinger publie un article intitulé « Kant, un métaphysicien ?» point d'interrogation, qui constitue, cet article, une attaque contre Paulsen. Paulsen aurait tiré la position de Kant dans le sens de la métaphysique de Leibniz, la rendant ainsi méconnaissable dans sa spécificité. Là où Kant ne défendrait que des idées subjectives de Dieu et des autres objets métaphysiques, Paulsen aurait voulu retirer le voile critique et reconnaître des objets existants tels que Dieu, ce qui annulerait tout simplement le caractère propre de la philosophie de Kant. Selon Weihinger, si l'on retire le voile critique, on obtient tout simplement la métaphysique de Leibniz et non pas la pensée de Kant. Une troisième voie importante dans ce débat est celle de Erich Ardekers, un ancien élève de Paulsen qui s'exprime en 1927 avec le livre Kant et la philosophie du comme si. Contrairement à ce que le titre pourrait suggérer, Ardekers ne défend nullement une philosophie du comme si au sens de Weihinger, mais il s'oppose au contraire au fictionnalisme pragmatiste de ce dernier. Pendant toute sa vie, explique Ardekers, Kant n'aurait jamais défendu, même de loin, la position de Weihinger. Les choses en soi, Dieu, l'âme, la liberté, de la volonté, auraient été pour lui des choses réelles et non de simples fictions. Kant n'aurait pas compris Dieu comme une fiction, mais aurait voulu prouver son existence. Ce bref regard sur Paulsen, Weihinger et Ardekers donne une idée des questions au cœur du débat. Kant nous renvoie-t-il à l'affirmation de simples idées subjectives des objets métaphysiques, autrefois affirmés comme connaissables, et la métaphysique est-elle ainsi dépassée par la philosophie kantienne? Ou bien Kant défend-il, en fin de compte, l'existence réelle de ces objets, même s'il limite la connaissance théorique que nous pouvons en avoir, et est-il donc bien un métaphysicien? Voilà la question. Or, ce que nous venons de dire ne fait pas encore voir que ce débat avait aussi des enjeux éthico-politiques. Rappelons tout d'abord brièvement l'affaire concernant Bruno Bauch, qui se termine par sa démission de la rédaction des Kant-Studien qu'il avait jusque-là dirigée ensemble avec Hans Weihinger. Dans un article paru en 1917, sous le titre « À propos du concept de nation », Bauch avait tenté de s'approprier Kant pour une interprétation nationaliste et völkisch. Il en vient à l'idée d'un devoir qui se réclame de l'impératif catégorique kantien, une exigence, je cite Bauch, de préserver la pureté et l'autonomie du caractère national et d'éviter un effacement, eine Verwischung du caractère naturel de peuple, des natürlich völkischen Charakters. Ernst Cassirer s'oppose avec véhémence à Bauch et insiste sur le fait que le mérite de Kant serait justement d'avoir défendu une idée absolument universelle qui transcende toutes les délimitations nationales. Même si Bauch, issu du néokantisme padois, ne lie pas sa position à une lecture métaphysique de Kant, ses successeurs s'engageront dans cette voie. Le cas le plus frappant à cet égard est celui de Max Wundt. En 1924, Wundt publie sa monographie Kant comme métaphysicien, une contribution à l'histoire de la philosophie allemande au XVIIIe siècle. Alors que Paulsen et Ardekers avaient Kant de la métaphysique de Leibniz et à lui conférer ainsi des traits pré-kantiens, on observe dans l'interprétation de Wundt un rapprochement de Kant avec les post-kantiens idéalistes
en particulier Hegel. La révélation de Dieu dans le monde serait le véritable contenu de la philosophie kantienne, et la tâche de la métaphysique serait de démontrer que la réalité est une connexion systématique des idées. Kant, en tant que métaphysicien, aurait posé cette tâche, ses successeurs l'auraient pleinement réalisée. Or, cette interprétation de Kant comme métaphysicien ne le tire pas seulement du côté de Hegel, mais elle est également teintée de prise de position idéologique. Selon Wundt, il existe une philosophie allemande qui aurait été inaugurée par Nicolas de Cuses, Paracelse et Jacob Böhme, et qui chercherait à unir la compréhension moderne du monde par les sciences naturelles, avec l'esprit du néoplatonisme. Cet esprit allemand, dieser Deutsche Geist, comme Wundt s'exprime, aurait été, encore Wundt, en danger avant Kant parce qu'il serait tombé sous l'emprise du matérialisme soutenu avec un brillant succès en France. Bref, l'esprit allemand aurait été menacé par ce que Wundt appelle avec un terme fort péjoratif en allemand l'Ausländerei, l'étrangérisme. Après Leibniz, Kant aurait eu le grand mérite de faire revivre l'esprit allemand et de le défendre contre un tel Ausländerei. Wundt reprend par ailleurs les critiques kantiennes du judaïsme en écrivant que le judaïsme serait caractérisé par un sens d'esclave, Sklavensinn, et ce serait essentiellement sa faute, la faute du judaïsme, si le progrès vers le vrai état divin n'avançait pas. Entre 1900 et 1924 se développe donc un débat sur Kant comme métaphysicien qui est problématique à plusieurs égards. D'une part, il y a le problème herméneutique, selon lequel Kant est rapproché de Leibniz et des idéalistes allemands, au point de ne plus guère se distinguer d'eux. D'autre part, la pensée de Kant comme métaphysicien est appropriée de façon idéologique pour défendre un prétendu esprit allemand qui devrait être défendu contre des effets de l'Ausländerei ou du judaïsme. Donc tout ce débat avait déjà eu lieu au moment où Heidegger découvre véritablement la pensée de Kant dans ses cours à partir de 1925, une découverte qui culmine en 1929 dans la publication de son livre Kant et le problème de la métaphysique. Dans quel sens Heidegger comprend-il Kant comme un métaphysicien et y a-t-il des enjeux éthico-politiques de sa lecture? Dans le cadre de cette présentation ce soir, je dois me limiter à une réponse très synthétique à cette question. Rappelons trois traits principaux de la réception heideggerienne de Kant. D'abord, Kant aurait cherché une fondation critique de la métaphysique en tant que ontologie. Ensuite, si Kant avait tiré toutes les conséquences de sa démarche, il aurait été amené à la position que l'imagination transcendantale était la racine commune de la sensibilité et de l'entendement et qu'elle doit être interprétée en termes de la temporalité extatique développée par Heidegger lui-même dans Être et Temps. Enfin, cette position ne signifie pas seulement une temporalisation radicale de l'ontologie, où les catégories sont elles-mêmes issues de la temporalité, mais Heidegger réduit également la raison pratique pure de Kant à une seule raison pratique dont les mesures surgissent également de la même temporalité extatique qui devient ainsi la racine commune non seulement de la sensibilité et de l'entendement, mais également de la raison théorique et pratique tout court. Avec son interprétation philosophique, Heidegger occupe une place tout à fait particulière au sein du débat qui le précède. Il s'inscrit dans le sillage des penseurs qui ont compris Kant comme métaphysicien, comme Paulsen, Heidegger ou Wundt, et il est ainsi tout aussi loin de lecture épistémologique néo-kantienne que du fictionnalisme pragmatiste de Weihinger. Pourtant, son interprétation métaphysique de Kant ne rapproche ce dernier ni du rationalisme précritique de Leibniz,
comme le fait Paulsen, ni de l'idéalisme absolu de Hegel, comme on a pu le constater pour Wundt. Bien au contraire, il radicalise encore l'insistance kantienne sur la finitude lorsqu'il fait de l'ontologie kantienne des objets en tant qu'ils sont possibles pour notre expérience, une ontologie radicalement temporelle. Par ailleurs, les interprétations heideggeriennes ne sont pas sapées par des remarques nationalistes ou antisémites, comme chez Wundt, par ces textes-là de Heidegger. Et pourtant, l'orientation et la radicalité de la lecture heideggerienne de Kant laissent voir une implication qui peut être problématique sur le plan éthico-politique, même si elle ne l'est pas nécessairement et toujours. Si tous les critères de la compréhension, de la connaissance et de l'agir relèvent de la temporalité à l'œuvre, ces mêmes critères se voient livrés au projet temporel qui surgit à chaque fois du Dasein existant, du Dasein situé en un lieu et à une époque déterminée. Pour Heidegger, telle est tout simplement la véritable conséquence à tirer de notre finitude. Elle est tout simplement incontournable. Et il affirme ça à la fin des années 1920 en Allemagne. Une ontologie, voire une ontologie temporelle, est-ce ce vers quoi Kant s'achemine en tant que métaphysicien critique? Si nous nous tournons vers les fragments qu'il a rédigés autour de l'année 1793, en réponse à la question de concours sur les vrais progrès de la métaphysique en Allemagne depuis Leibniz et Wolff, il faudrait répondre par la négative. Quel problème de la métaphysique Kant se pose-t-il dans ces fragments? Pour nous rapprocher d'une réponse à cette question, rappelons d'abord quelques éléments des critiques déjà parus au moment où Kant se met au travail. La première critique avait donné une réponse négative à la question de la possibilité de la métaphysique. La métaphysique générale de la chose en tant que chose, en général, est impossible parce que, sur la base des facultés de connaissance dont nous disposons, nous ne pouvons pas connaître la chose en soi. Seul l'objet de notre expérience possible est un objet connaissable. La métaphysique spéciale de l'âme immortelle du monde et de Dieu est à son tour impossible, parce que ces objets ne peuvent être donnés dans aucune intuition possible pour nous. Les concepts que nous avons de ces objets ne sont que des idées que nous pouvons penser, mais dont nous ne pouvons pas connaître les objets. Dans la deuxième critique, en revanche, une certaine résurrection de la métaphysique spéciale semble à l'œuvre lorsque Kant pense pouvoir affirmer, dans le cadre de la doctrine des postulats, l'existence de l'âme immortelle, de la liberté, qui est originairement un concept de monde, et de Dieu sur la base de la philosophie morale. Ces postulats seraient des propositions théoriques et des affirmations d'existence indissociables de l'impératif catégorique. En effet, pour que nous puissions reconnaître le souverain bien au sens d'un lien systématique entre la moralité et le bonheur, comme réellement possible, nous devons accepter ces postulats. Or, en dépit des apparences, Kant ne comprend pas son argument comme relevant d'une métaphysique spéciale critique, mais il l'attribue encore, dans la deuxième critique, exclusivement à la philosophie morale. Nous lisons en ce sens, je cite Kant, deuxième critique, donc le concept de Dieu est un concept qui originairement ne ressortit pas à la physique, ni donc prolongé à un niveau plus élevé à la métaphysique, c'est-à-dire un concept pour la raison spéculative, mais à la morale. Et on peut le dire également des autres concepts de la raison dont nous avons traité plus haut comme postulat de la raison dans son usage pratique. Fin de citation. Sur la base de ces réflexions, ainsi que sur celles relatives à une critique du jugement téléologique de la troisième critique, l'entreprise de nouvelles métaphysiques fondées sur la critique de la raison humaine semble d'abord sans espoir. En même temps, on voit en 1786, puis en 1797, que Kant se dirige
vers une position modeste selon laquelle on doit se contenter de simples principes métaphysiques de la science de la nature, aussi que de la doctrine du droit, de la doctrine de la vertu. Et j'utilise la traduction par simplement principe de Arnaud pour Anfangsgründe. Une métaphysique critique de la nature et des mœurs semble impossible. Seuls les Anfangsgründe de ces trois sciences ou doctrines sont à la portée de l'homme. Le traité inachevé évoqué propose néanmoins une autre voie qui nous intéressera ici. Dans les fragments préparatoires pour une réponse à la question du concours, quels sont les progrès réels de la métaphysique en Allemagne depuis le temps de Leibniz et de Wolff, Kant esquisse ce qu'il appelle une métaphysique pratico-dogmatique. Alors, de quoi s'agit-il? Voyons d'abord ce que Kant note dans les progrès, mon abréviation pour ce traité. Voyons d'abord ce que Kant note dans les progrès à propos de l'ontologie, cette métaphysique générale qui semblait impossible sur la base de la première critique. Deux choses sautent aux yeux. D'une part, Kant définit ici, dans les progrès, l'ontologie dans un sens critique et la considère comme une composante de la philosophie critique. Il écrit, je cite, « L'ontologie est cette science, en tant que partie de la métaphysique, qui constitue un système de tous les concepts et principes d'entendement, mais seulement dans la mesure où il porte sur les objets qui peuvent être donnés au sens et donc justifiés par l'expérience. » Une métaphysique générale restreinte de manière critique est alors bien possible. Elle se rapporte à des objets en général, mais seulement dans la mesure où ces objets sont des objets d'expérience possibles pour nous. D'autre part, donc deuxième chose, on remarque que Kant ne considère pas l'ontologie critique ainsi comprise comme la métaphysique au sens propre du terme. La raison en est qu'elle concerne les objets possibles de notre expérience, une expérience qui est toujours aussi sensible, mais elle ne concerne pas le suprasensible et ainsi n'appartient pas à la métaphysique proprement dite. Elle n'y appartient, écrit Kant, je le cite, que en tant que propédeutique, comme vestibule ou avant-cours de la métaphysique proprement dite. Fin de citation. En bref, l'ontologie est possible, mais elle est restreinte aux objets possibles de notre expérience. De plus, cette ontologie n'appartient pas à la métaphysique proprement dite, car elle ne concerne pas le suprasensible. Nous voyons déjà une opposition assez nette à la lecture de Heidegger. Le véritable problème de la métaphysique n'est pas, selon les progrès de Kant, le problème de l'ontologie. Mais quel est-il alors? C'est le problème d'une métaphysique spéciale critique que Kant appelle une métaphysique pratico-dogmatique dans ses fragments. Cette métaphysique est une doctrine dogmatique, dogma, des trois objets de la métaphysique spéciale, à savoir la liberté, l'âme immortelle et surtout Dieu. Le mode de connaissance de ces objets s'appuie pourtant sur la philosophie morale critique, et en ce sens pratique. Plus précisément sur la doctrine des postulats de la deuxième critique, et Kant parle ici également d'une connaissance pratico-dogmatique, ein praktisch-dogmatisches Erkenntnis de ces trois objets en question. Il s'agit d'une métaphysique spéciale critique qui concerne des objets suprasensibles et non pas des lois pour l'action. Le mode de connaissance de ces objets est cependant pratique dans la mesure où il fait appel à des arguments de la philosophie morale. Nous devons nous contenter ici d'un résumé des grandes lignes d'un argument très complexe qui va de la deuxième critique jusqu'au progrès, en mobilisant par ailleurs la troisième partie de la religion dans les limites de la seule raison, livre que Kant avait rédigé environ au même moment que les progrès.
Si la raison pratique pure, à son tour supratemporelle, est à l'œuvre en l'homme et l'appelle à respecter l'impératif catégorique, alors l'homme peut adopter une bonne volonté en obéissant à ce commandement. Bien que la bonté de cette volonté s'appuie sur le respect de la loi de la raison pure pratique et non sur une fin, la bonne volonté, en tant que volonté et non pas comme simple vœu pieux, veut toujours que ces fins soient aussi réalisées dans le monde. Mais comme la fin effective de tout homme est le bonheur, la bonne volonté veut le lien systématique entre la moralité et le bonheur moralement permis. Elle veut que celui qui est moralement bon puisse viser son bonheur avec succès et que celui qui est moralement mauvais soit empêché de poursuivre ses aspirations au bonheur moralement interdites. L'homme qui adopte la volonté bonne veut cela, non seulement pour lui-même, mais aussi pour le monde en général, car un monde dans lequel ce lien systématique n'existerait pas opposerait des obstacles au lien entre moralité et bonheur dans sa propre vie. Or, chacun voit bien que les lois de la nature, et trop souvent celles de nos sociétés factuelles, ne sont nullement telles que celui qui est moralement bon devient nécessairement heureux ou peut poursuivre avec succès sa propre conception du bonheur. Tout se résume donc à la question de savoir si le souverain bien est possible dans le monde. Notre monde terrestre est-il ainsi fait que le souverain bien, le lien nécessaire entre la moralité et le bonheur, y est réellement possible? La réponse à cette question dans la philosophie théorique est nous ne le savons pas. Parce que nous n'avons pas de connaissance théorique du monde dans sa totalité. Mais la philosophie morale critique promet ici une issue. Elle nous incite à croire en un Dieu qui a créé le monde de telle sorte que le souverain bien y soit réellement possible. Si nous décidons librement d'accepter cette croyance, alors l'absence de connaissance théorique de la possibilité réelle devient l'acceptation raisonnablement permise de la possibilité réelle du souverain bien dans le monde. Alors maintenant, ce qui concerne les progrès, ces fragments, deux choses sont frappantes. D'une part, les objets de la métaphysique pratico-dogmatique, Dieu en premier lieu, sont des objets que nous nous faisons nous-mêmes. Wir machen uns diese Gegenstände selbst. Kant le formule sans ambiguïté, je le cite, du point de vue pratique, en revanche, nous nous faisons nous-mêmes ces objets, machen wir uns diese Gegenstände selbst. Son argument, qui s'appuie sur la philosophie morale critique, ne prouve donc pas l'existence d'un Dieu en dehors de nous, qui veillerait ensuite de l'extérieur à la possibilité réelle du souverain bien, voire même à sa réalisation effective, en récompensant par intervention externe celui qui est moralement bon par le bonheur et en punissant celui qui est moralement mauvais par le malheur. Non, il s'agit d'un Dieu fait par nous-mêmes sur la base de la raison pratique pure en nous. Mais comment, et cela est le second point, un tel Dieu fait par nous-mêmes peut-il remplir la fonction d'assurer la possibilité réelle du souverain bien dans le monde? N'est-il pas trop faible? La réponse est esquissée dans les progrès, mais peut-être étoffée si l'on s'appuie sur la troisième partie de la religion. Ce n'est pas un Dieu externe qui établit de l'extérieur le lien nécessaire entre la moralité et le bonheur, mais c'est l'homme lui-même qui, par la mise en place des institutions juridiques et des pratiques sociales qui soutiennent un comportement éthique, inscrit ce lien systématique dans les lois du monde. C'est ça l'essentiel, à mon avis. La croyance raisonnable en un Dieu fait par nous-mêmes n'est en fin de compte pas plus que la croyance que le monde est effectivement constitué
créé, pour ainsi dire, de telle sorte que le souverain bien y est réellement possible, qu'aucune loi naturelle ne s'oppose fondamentalement à sa réalisation. La métaphysique pratico-dogmatique des progrès esquisse ainsi une métaphysique spéciale critique qui fournit le cadre objectif, pour ainsi dire, pour notre transformation du monde vers le bien éthique et juridique. Celle-ci s'appuie sur une raison pratique pure qui nous appelle à instaurer des lois juridiques dans le monde qui permettent la coordination égalitaire des libertés d'action et à établir des habitudes sociales dans la société qui promeuvent un comportement où je ne me permets rien que je ne puisse pas permettre aux autres. Alors, si nous avons encore un peu de temps, je vais également dire quelques mots, mais pas beaucoup, à propos de l'idée qui est au cœur de la troisième partie de mon livre. Elle porte sur les liasses les plus tardives de l'opus posthumum, à savoir le numéro 7 et numéro 1. Le tout dernier Kant y évoque à maintes reprises ce qu'il appelle désormais le plus haut point de la philosophie transcendantale. L'interprétation de ces derniers fragments, le plus souvent courts et morcelés, est très difficile. Encore plus difficile est la question de savoir comment ils sont liés, ces derniers liasses, aux liasses chronologiquement précédentes où Kant cherche l'Übergang, le passage entre les principes métaphysiques de la science de la nature et la physique empirique. Mon hypothèse pour aborder les défis de cette œuvre posthume inachevée est qu'une lecture à partir du traité sur les progrès pourrait fournir une clé d'interprétation prometteuse. C'est un pari. Comment peut-on alors comprendre ce que Kant appelle le plus haut point de la philosophie transcendantale dans l'opus posthumum à partir de l'idée d'une métaphysique pratico-dogmatique qu'il avait esquissée dans les progrès? Au plus haut point de la philosophie transcendantale, il y aurait, selon Kant, l'homme qui lie le monde et Dieu. L'homme serait, dit Kant, un Mittelbegriff, un concept intermédiaire ou une copule entre le monde et Dieu. On voit dans ces trois termes un certain écho à la métaphysique spéciale pour laquelle Kant avait tenté une reformulation critique dans les progrès. Or, il y a un grand débat dans la recherche autour de la notion de Dieu dans l'opus posthumum. Tandis que les uns y voient une nouvelle preuve ontologique de l'existence de Dieu, Kant revient sur ses pas, en quelque sorte, pendant ces derniers mois, les autres y trouvent, bien au contraire, une réduction de Dieu à la raison pratique pure elle-même. Une lecture à partir des progrès, ainsi va mon hypothèse, permet une voie intermédiaire. Parce que ça serait aussi étrange que Kant défende deux perspectives opposées systématiquement pendant plus ou moins la même période. Donc, une voie intermédiaire que je voudrais proposer, Dieu est un objet fait par nous-mêmes et la croyance en lui entraîne la possibilité réelle du souverain bien dans le monde, un souverain bien à réaliser par nous, cela via la mise en place des pratiques éthiques et des institutions juridiques. Ainsi, Dieu n'est pas un étant externe qui intervient du dehors dans le monde, mais il n'est pas identique à la raison pratique pure elle-même non plus. Il est plutôt l'objet fait par nous-mêmes à partir de la raison pratique pure, présente en nous par le factum de la raison. C'est un tel Dieu comme un objet fait par nous-mêmes qui nous sert comme garant de la possibilité réelle du souverain bien et qui nous sert comme un cadre objectif de notre transformation de ce monde terrestre vers le meilleur. Lorsque dans l'opus posthumum, Kant parle de l'homme comme Mittelbegriff ou comme copule entre le monde et Dieu, il conçoit l'homme effectif comme celui qui, d'un côté, explore progressivement, en tant que scientifique, les lois de la nature, et qui, de l'autre côté, instaure des lois éthiques et juridiques dans le monde entreprise, lors duquel il est guidé par cet objet Dieu fait par lui-même. Alors, si c'est ainsi, pourquoi Kant parle-t-il non plus
de métaphysique pratico-dogmatique dans l'opus posthumum, mais plutôt du plus haut point de la philosophie transcendantale. Il semble que Kant laisse tomber l'expression de métaphysique pratico-dogmatique, car il finit par réserver le terme de métaphysique pour le double projet d'une métaphysique de la nature et d'une métaphysique des mœurs, dont la réalisation ne va pourtant pas plus loin qu'au principe métaphysique de la science de la nature, de la doctrine du droit et de la doctrine de la vertu. Mais la conception de la métaphysique pratico-dogmatique persiste néanmoins de façon transformée chez le dernier Kant, cela au sein justement de l'idée d'une philosophie transcendantale élargie. Cette idée kantienne d'une métaphysique pratico-dogmatique, avec ou sans prolongement dans le posthumum, aurait-elle alors échappé à Heidegger? Nullement. En 1931 et en 1942, Heidegger fait cours sur les progrès. Il les enseigne dans le cadre de Übungen für Anfänger, d'exercices pour débutants, et les notes de cours font comprendre que Kant présente ce texte comme une introduction au problème de la métaphysique chez Kant, un problème qui serait pensé jusqu'au bout, celui d'une ontologie temporalisée. À la fin du séminaire de 1942, Heidegger mentionne en quelques mots la métaphysique pratico-dogmatique, mais il ne l'interprète pas. En tout cas, pas sur la base des notes. On n'exagère guère si l'on dit que Heidegger l'a bien vu, mais que cela ne l'a pas intéressé, parce que pour lui, le génie de Kant à propos du problème de la métaphysique était la découverte, à peine manquée, d'une temporalisation profonde de l'ontologie. Passons à une conclusion. L'année du tricentenaire, donc l'année dernière, de la naissance de Kant, a vu d'innombrables discussions sur la question « Que reste-t-il de la pensée de Kant ?» Les débats du grand public se sont le plus souvent orientés vers la philosophie morale, sociale et politique, et deux questions semblent avoir reçu une attention particulièrement vivante. D'une part, celle de savoir si Kant était certes un penseur qui se réclame d'un universalisme égalitaire, mais qui, au fond, ne défendait que la position des hommes blancs, tâchant d'assujettir le monde par le moyen de structures a priori de la connaissance et de la morale. D'autre part, on s'est tourné vers le traité Vers la paix perpétuelle pour trouver un repère vis-à-vis des guerres de notre monde contemporain. Cela dit, la question la plus fondamentale, aux yeux de Kant lui-même, n'a guère suscité d'intérêt en dehors du monde académique, celle de la métaphysique. Elle semble sans doute trop abstraite et peut-être aussi dépassée, et ce par le programme d'un nachmetaphysisches Denken, d'une pensée post-métaphysique, comme l'a proclamé Jürgen Habermas, qui s'appuie lui-même sur le penseur de Königsberg. Alors, j'ai essayé de montrer qu'il pourrait être intéressant de reposer le problème de la métaphysique chez Kant, précisément pour en analyser les enjeux éthico-politiques. Réfléchissons pour conclure à ces enjeux et posons la question comment ils pourraient nous concerner à notre époque. Tout d'abord, il y a une bataille générale d'idées qui tourne autour de la question de savoir à qui appartient le penseur Emmanuel Kant. Appartient-il, par exemple, aux universalistes égalitaires ou aux nationalistes? L'historien Johann Chaputto a récemment soutenu la thèse selon laquelle Kant était un penseur allemand si important que les national-socialistes se voyaient obligés de s'approprier sa pensée pour leurs propos, en dépit de l'impossibilité apparente d'une telle démarche. La loi universelle de la raison pratique pure devenait ainsi pour eux la loi générale d'un présumé peuple allemand. On peut observer un écho à ce propos dans les mots de l'actuel président russe qui avait appelé Kant, l'année dernière ou il y a 2 ans, l'un de ses philosophes préférés,
et qui avait déclaré que l'appel à agir selon son propre entendement signifiait pour la Russie vivre selon son propre esprit et selon son intérêt national. Nous avons vu qu'une partie du début autour de Kant, métaphysicien au début du XXe siècle, allait dans un sens apparenté, si l'on pense aux propos nationalistes, voire antisémites de Max Wundt. Le risque d'une appropriation idéologique de Kant ne concerne donc pas seulement la philosophie morale, il concerne également le problème de la métaphysique. Ensuite, il y a la double question de savoir quel est véritablement le problème de la métaphysique selon Kant et quelles en sont les implications éthico-politiques. Tandis que les interprétations de Pausen jusqu'à Wundt rapprochent Kant soit de Leibniz, soit de l'idéalisme allemand, c'est Heidegger qui embrasse l'insistance kantienne sur la finitude et la radicalise encore. Le résultat est une reformulation du problème de la métaphysique en termes du problème de la fondation radicalement temporelle de l'ontologie, dont la conséquence est la réduction de tous les critères théoriques et pratiques à la temporalisation du Dasein. Or, dans les progrès, Kant adopte plutôt le chemin opposé. Lorsqu'il vise une métaphysique spéciale critique dans la forme d'une métaphysique pratico-dogmatique qui s'appuie sur la raison pratique pure au-delà du temps et de l'espace. Plutôt que de reprocher à Heidegger de ne pas avoir vu ou de ne pas avoir voulu voir ce que Kant visait comme une métaphysique critique, il est plus intéressant de prendre au sérieux les implications philosophiques et éthico-politiques de cette opposition entre Kant et Heidegger, ce qui nous amène à un dernier enjeu qui nous semble être le plus difficile. Il peut être résumé dans la question de savoir s'il y a une raison pratique pure. Y a-t-il, soit dans la version que Kant affirme lui-même, soit dans une version remaniée, quelque chose qui mérite le nom de raison pratique pure et qui serait ainsi au-delà des critères qui surgissent à chaque fois de notre temporalité? Y a-t-il une telle dimension ou se réduit-elle, en fin de compte, à une nouvelle ruse au sein des luttes de pouvoir qui traversent le temps et l'histoire? Cette question qui anime les esprits depuis Kant jusqu'à Habermas, Korsgaard et des auteurs plus récents comme par exemple Omri Böhm ou Susan Neiman ne concerne pas seulement le problème de la philosophie morale et politique, mais touche aussi le problème de la métaphysique. Le champ de bataille de la métaphysique est en même temps un champ de bataille éthico-politique. Kant l'a peut-être vu mieux que nul autre, et il y a apporté une réponse qui est encore et à nouveau un défi pour notre époque. Je vous remercie pour votre attention.